Le vent hurlait comme une bête affamée contre les murailles de pierre. Bastien de Marignan serra les rênes de son cheval épuisé, fixant à travers la tempête de neige les tours massives du château de Rochenoir qui se dressait contre le ciel de plomb. Ses doigts, engourdis malgré les gants de cuir, tremblaient autour du pli scellé dissimulé sous sa tunique, contre son cœur. 17 ans, 3 mois de service comme messager, et jamais il n'avait porté de dépêche aussi lourde de conséquences. Le pont-levis était abaissé, premier signe inquiétant. Dans ces montagnes sauvages du duché de Savoie, en ces temps de guerre, où les bourguignons de Charles le Téméraire convoitaient chaque col et chaque forteresse, aucun commandant sensé ne laissait ses défenses ouvertes, même au cœur de l'hiver. Son cheval franchit le pont dans un fracas de sabots sur le bois gelé. La herse se dressa devant eux, noire et menaçante, mais levée elle aussi. Bastien passa sous l'arc de pierre, pénétrant dans la cour intérieure, où le vent tourbillonnait avec une violence redoublée, soulevant des nuages de neige poudreuse qui brouillaient sa vision. Des silhouettes en manteaux sombres se matérialisèrent autour de lui. Des mains agrippèrent les rênes. Une voix rude cria quelque chose que le vent emporta. Bastien glissa de sa selle, ses jambes faillirent sous lui après 3 jours de chevauchée forcée à travers les cols périlleux. « Messager du duc Philippe !» cria-t-il, cherchant à projeter l'autorité dans sa voix juvénile. « Je porte des ordres scellés pour le commandant Arnaud de Châtillon. » Un homme massif s'avança, la barbe gelée, les yeux plissés contre la neige. « Le capitaine Thierry Morvan !» dit-il, en scrutant Bastien avec une intensité dérangeante. « De Châtillon est mort. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Bastien sentit la chaleur quitter son visage. « Mort? Quand ?»« Il y a 3 jours. Tombé des remparts. » Morvan cracha dans la neige. « Ou poussé. Personne n'en est certain. » La cour se remplissait d'hommes d'armes qui émergeaient des casernes, attirés par l'arrivée inhabituelle. Bastien sentit le poids de leurs regards, la tension qui électrisait l'air glacé. Ce n'était pas simplement la curiosité de soldats isolés qui voyaient un nouveau visage, c'était quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. La suspicion, la peur, le début de la désintégration qui précède la violence. « Où est le castellan ?» demanda Bastien. « Les ordres du duc doivent être remis à l'officier de plus haut rang. » Un sourire tordu déforma les lèvres de Morvan. « Hugues d'Entremont, il se cache dans la tour ouest, entouré de ses fidèles. » Il se pencha plus près, son haleine fumante puant le vin. « Écoute-moi bien, jeune messager. Rochenoir est à la croisée des chemins. Le duc est loin, très loin dans sa vallée confortable. Ici, dans ces montagnes oubliées de Dieu, ce sont d'autres lois qui règnent, des lois de survie. » Bastien recula d'un pas, la main instinctivement posée sur la garde de son couteau. « Je ne comprends pas, vous êtes le capitaine de la garde, le castellan est votre supérieur, quelle est cette division ?» La division entre ceux qui veulent vivre et ceux qui s'accrochent à un honneur qui les tuera. Morvan fit un geste vers les montagnes invisibles au-delà des murailles. Les Bourguignons sont à moins de 10 lieues, 15 000 hommes sous le commandement du sire de Granson. Nous sommes 80. 80! Sa voix monta dans un crescendo amer. De Châtillon voulait résister jusqu'au dernier homme. D'Entremont partage sa folie. Mais moi, il frappa sa poitrine d'un poing ganté. Moi, je refuse de sacrifier mes hommes pour l'orgueil d'un duc qui nous a oubliés ici. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Bastien, formant une image terrifiante. Une garnison divisée, un commandant mort dans des circonstances suspectes. Des ordres scellés qui pourraient incliner la balance d'un côté ou de l'autre. Et lui, un messager de 17 ans, soudain au centre d'une tempête bien plus dangereuse que celle qui faisait rage à l'extérieur. « Je dois voir le castellan »,
dit-il avec toute la fermeté qu'il pouvait rassembler. « C'est mon devoir. » Morvan étudia son visage pendant un long moment. Derrière lui, les soldats se rapprochaient, formant un cercle serré. Bastien compta rapidement, une vingtaine d'hommes, peut-être plus, leurs mains posées sur les pommeaux de leurs épées. Son cœur tambourinait contre ses côtes. « Ton devoir », répéta Morvan lentement. « Oui, le devoir. J'ai connu des hommes qui sont morts pour leur devoir, messager. Ton père était-il un homme de devoir ?» La question frappa Bastien comme un coup de poing. Comment Morvan pouvait-il savoir? Puis il comprit le nom, Marignan. La famille de marchands qui avait été détruite, mise en pièces par les manœuvres politiques 3 ans auparavant. Son père, Édouard de Marignan, accusé de trahison pour des transactions commerciales avec des agents bourguignons. Exécuté publiquement à Chambéry pendant que Bastien, caché dans la foule, regardait l'homme qu'il admirait le plus au monde mourir sur l'échafaud. Mon père était un homme honnête, détruit par les mensonges d'autres hommes, dit Bastien, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il a obéi aux lois, respecté les contrats, et cela l'a tué. Exactement, Morvan hocha la tête. Les lois des puissants écrasent les faibles. Les contrats ne protègent que ceux qui ont le pouvoir de les faire respecter. Ton père l'a appris trop tard. Toi, tu as la chance d'apprendre plus jeune. Il tendit la main. Donne-moi ses ordres. Je les remettrai à d'Entremont si c'est ce qu'il commande. Mais si, quand ils ordonnent de tenir à tout prix, je veux que tu saches ce que cela signifie vraiment. Pas de l'honneur, de la mort, pour nous tous. Bastien ne bougea pas. Le pli scellé brûlait contre sa poitrine comme un charbon ardent. Il pensa à son serment, prononcé à genoux devant le maître des messages à Chambéry. « Je porterai les dépêches avec fidélité, sans les ouvrir, sans les altérer, sans faillir à ma charge. » C'était tout ce qui lui restait après la destruction de sa famille. Cette identité de messager, cette fonction qui lui donnait un but, une place dans un monde qui avait englouti son ancienne vie. « Non, dit-il, je remettrai les ordres au castellan d'Entremont moi-même. C'est la loi, c'est mon devoir. » Le visage de Morvan se durcit. « Alors tu es un fou, comme de Châtillon, comme tous ceux qui confondent l'obéissance avec la vertu. » Il fit un signe brusque. « Laissez-le passer. Qu'il aille voir d'Entremont, qu'il découvre par lui-même dans quelle tombe il vient d'entrer. » Les hommes s'écartèrent, créant un couloir étroit. Bastien avança, sentant leur regard hostile sur sa nuque. Chaque pas résonnait sur les pavés gelés. La neige tombait plus drue maintenant, transformant la cour en un tourbillon blanc et gris où les silhouettes des soldats semblaient flotter comme des fantômes. Il atteignit la porte de la tour ouest. 2 gardes en livrée ducale le stoppèrent, leurs hallebardes croisées. « Qui va là ?»« Bastien de Marignan, messager du duc Philippe. Je porte des ordres pour le castellan Hugues d'Entremont. » Les gardes échangèrent un regard. L'un d'eux frappa 3 coups à la porte, puis 2 autres. Un code. Un moment plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Un homme mince au visage ascétique apparut, ses cheveux gris tirés en arrière, des cernes profonds sous ses yeux bleus perçants. « Entre rapidement, dit-il. » Bastien se glissa à l'intérieur. La porte claqua derrière lui, et il entendit le lourd bruit d'une barre qu'on remettait en place. Il se trouvait dans une salle circulaire, faiblement éclairée par des torches. Une douzaine d'hommes étaient rassemblés là. Certains assis sur des bancs, d'autres debout près d'une grande table où une carte était déployée. Tous levèrent les yeux vers lui avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Je suis Hugues d'Entremont, castellan de Rochenoir, » dit l'homme aux cheveux gris. « Tu portes des ordres du duc ?»« Oui, messire. » Bastien sortit le pli scellé, le présentant avec les 2 mains comme on le lui avait appris. Le sceau de cire rouge portait l'empreinte du duc Philippe, intacte, inviolée. D'Entremont prit la dépêche avec des mains qui tremblaient légèrement. Il la tourna, examina le sceau avec attention, puis leva les yeux vers Bastien. « Quand es-tu parti de Chambéry ?»
Il y a 3 jours, messire, le duc m'a confié cette mission en personne. Il a dit que c'était de la plus haute importance. 3 jours. D'Entremont ferma brièvement les yeux. Alors il ne sait rien de la mort d'Arnaud. Il ne sait rien de la mutinerie qui couve. Il ne sait rien de la proximité des Bourguignons. Il ouvrit les yeux et Bastien y lut un désespoir profond. Ces ordres ont été écrits pour un commandant vivant, pour une garnison unie, pour une situation qui n'existe plus. Le silence tomba sur la salle. Bastien sentit le poids de ce moment, la façon dont l'histoire pouvait pivoter sur des contingences aussi fragiles que le timing d'un message. Néanmoins, messire, les ordres du duc doivent être exécutés, dit doucement un homme âgé près de la table. Il portait la robe d'un chapelain, mais son visage tanné et ses mains calleuses suggéraient une vie bien plus rude avant l'Église. D'Entremont brisa le sceau. Le craquement de la cire sembla résonner comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Il déplia le parchemin, ses yeux parcoururent les lignes. Bastien observa son visage pâlir, puis se durcir en un masque de résolution douloureuse. « Le duc commande que Rochenoir soit tenu à tout prix, dit-il d'une voix étranglée. Aucune négociation, aucune reddition. La forteresse doit retarder l'avancée bourguignonne le plus longtemps possible pour permettre la consolidation des défenses dans la vallée. » Il leva les yeux vers ses hommes. « Il promet des renforts, mais ils n'arriveront jamais à temps, » termina le chapelain. « Ou pas du tout. » Exactement. D'Entremont laissa tomber le parchemin sur la table. Nous sommes sacrifiés. Pour la stratégie, pour le bien du duché. Il se tourna vers Bastien. Tu as croisé Morvan dans la cour. Tu as vu ces hommes. Qu'a-t-il dit? Bastien hésita, puis décida que seule la vérité avait encore de la valeur ici. Il veut se rendre aux Bourguignons. Il dit que résister est une folie. Il m'a demandé de lui donner les ordres. D'Entremont hocha lentement la tête. Et tu as refusé. Tu as fait ton devoir. Un sourire triste passa sur ses lèvres. Je parie que tu as payé cher pour apprendre la valeur du devoir, n'est-ce pas, jeune Marignan? Le nom encore. Bastien comprit que dans cette forteresse isolée, tout le monde savait tout. Les nouvelles voyageaient lentement dans les montagnes, mais elles arrivaient, colportées par les marchands, les pèlerins, les soldats en permission. L'exécution d'un marchand prospère pour trahison, c'était le genre d'histoire qu'on racontait dans les tavernes pendant les longues nuits d'hiver. « Mon père est mort parce qu'il croyait en la justice, » dit Bastien. « Je ne laisserai pas sa mémoire être souillée par la lâcheté. » La lâcheté. D'Entremont s'approcha de la fenêtre étroite, regardant dehors vers la tempête. « Est-ce de la lâcheté de vouloir vivre, de vouloir que tes hommes vivent ? Ou est-ce de la sagesse ?» Il se tourna brusquement. « Et est-ce du courage d'obéir à des ordres qui te condamnent à une mort inutile ? Ou est-ce simplement de la stupidité ?» Les questions frappèrent Bastien comme des flèches. Elles résonnaient avec des doutes qu'il avait refoulés, des pensées qu'il s'était interdit d'avoir. Son père, si fier de son intégrité, marchant vers l'échafaud plutôt que de fuir ou de mentir. Était-ce du courage? Ou son père avait-il simplement été incapable de voir au-delà des règles qui structuraient son monde, même quand ces règles étaient manipulées contre lui? « Je ne sais pas, messire, » admit-il finalement. « Tout ce que je sais, c'est que sans ordre, sans loi, sans devoir, nous ne sommes que des bêtes. » Peut-être. D'Entremont retourna à la table, prit le parchemin. Mais parfois, les lois sont écrites par des hommes lointains qui ne mourront pas de leurs conséquences. Il regarda ses officiers rassemblés. « Messieurs, vous connaissez maintenant les ordres du duc. Je vous libère de votre serment. Ceux qui veulent partir, ceux qui veulent se joindre à Morvan et négocier avec les Bourguignons, je ne les en empêcherai pas.
Mais moi, sa voix se raffermit. Moi, je tiendrai Rochemort aussi longtemps que Dieu me donnera la force de le faire. Pas pour le duc, pas pour l'honneur, mais parce que chaque jour que nous retardons les Bourguignons, c'est un jour de plus pour les familles dans les vallées en contrebas, pour les enfants, les vieillards, les sans défense. Si nous nous rendons, l'armée de Granson descendra sur eux comme une avalanche. Le silence qui suivit était lourd de réflexion. Bastien vit la lutte sur les visages des hommes, entre l'instinct de survie et quelque chose de plus grand, de plus difficile à nommer. Le chapelain parla le premier. « Je reste. » Un par un, les autres acquiescèrent, certains avec conviction, d'autres avec résignation, mais tous restèrent. D'Entremont ferma les yeux un instant, comme en prière. « Que Dieu nous garde !» Puis il se tourna vers Bastien. « Tu as fait ton devoir, messager. Tu peux partir. » Les cols ne sont pas encore complètement bloqués. Tu pourrais atteindre la vallée avant que les Bourguignons n'arrivent. Partir. L'idée était tentante. Bastien avait livré son message. Sa charge était accomplie. Il pouvait retourner à Chambéry, reprendre sa vie de messager, oublier cette forteresse maudite et les hommes qu'il y avait rencontrés. Mais quelque chose le retenait, une intuition ou peut-être une prescience que son rôle ici n'était pas terminé, que les ordres qu'il avait portés, ces mots sur un parchemin, n'étaient pas la fin de l'histoire, mais le commencement de quelque chose de plus grand et de plus terrible. « Je reste aussi, dit-il, jusqu'à ce que je sois certain que vous n'avez plus besoin d'un messager. » D'Entremont leur regarda longuement. « Tu es soit très courageux, soit très fou. » Il tendit la main, posa une main sur l'épaule de Bastien. « Sois le bienvenu à Rochenoir, Bastien de Marignan. Puissions-nous tous survivre à ce qui vient. » Deuxième partie, Mémoire dans la neige. Cette nuit-là, couché sur une paillasse dans une alcôve près de la salle commune, incapable de dormir malgré l'épuisement, Bastien laissa ses souvenirs le submerger. Il se revit 3 ans plus tôt, un garçon de 14 ans dans la prospère maison Marignan à Chambéry. Les grandes salles pleines de lumière, l'odeur des épices exotiques que son père importait de Gênes et Venise, le cliquetis des pièces d'or comptées sur les tables de bois ciré. Édouard de Marignan avait construit son commerce en partant de rien, un fils de paysan qui avait appris à lire et à compter, qui avait économisé chaque pièce pour acheter sa première cargaison de tissus, qui avait transformé ce petit investissement en une fortune respectée. « L'honnêteté est la seule richesse qui ne peut être volée, » disait souvent son père. « Un homme peut perdre son or, sa maison, même sa vie. Mais son intégrité, son honneur, cela, personne ne peut le prendre, à moins qu'il ne le donne. » Bastien avait cru cela absolument. Il avait vu comment les autres marchands respectaient son père, comment même les nobles le saluaient dans les rues, comment les contrats conclus avec Édouard de Marignan ne nécessitaient jamais d'avocat ou de témoin. Sa parole suffisait. Puis était venu le printemps de 1472. La guerre entre le duc de Savoie et Charles de Bourgogne avait éclaté, transformant les montagnes en un champ de bataille. Les routes commerciales s'étaient fermées. Les marchands avaient dû choisir des camps, ou, plus prudemment, cesser tout commerce jusqu'à ce que la tempête passe. Mais Édouard de Marignan avait reçu une proposition. Un intermédiaire lui avait offert un contrat lucratif pour fournir du grain, officiellement neutre, acheté en Italie, vendu à Genève. Rien d'illégal, rien de déloyal. Du commerce, simplement du commerce. Ce que son père n'avait pas su, ce que personne ne pouvait savoir, c'était que l'intermédiaire travaillait pour des agents bourguignons, que le grain était destiné à l'armée de Charles, que chaque transaction, méticuleusement documentée par Édouard selon son habitude, créait un fil de preuve qui le reliait à l'ennemi. Et quelqu'un, Bastien n'avait jamais découvert qui, avait décidé que les Marignans étaient devenus trop prospères, trop influents.
qu'il était temps de saisir leurs richesses, de redistribuer leurs biens à des familles plus politiquement utiles. L'accusation de trahison avait été portée avec une rapidité brutale. Les soldats du duc étaient venus à l'aube, avaient saisi les livres de comptes, arrêté Édouard devant sa famille terrifiée. Le procès avait duré 3 jours, une comédie de justice où les conclusions étaient déjà écrites avant que le premier témoin ne témoigne. Bastien se souvenait de son père dans le box des accusés, droit et digne malgré les chaînes, expliquant patiemment, méticuleusement, comment il avait agi en toute bonne foi, comment il n'avait jamais su la véritable destination du grain, comment il avait simplement fait son métier de marchand. Personne n'avait écouté, ou plutôt, personne n'avait voulu écouter. La sentence était tombée au coucher du soleil du 3e jour. Mort par décapitation. Confiscation de tous les biens. La famille Marignan serait détruite, effacée, un exemple pour tous ceux qui pourraient être tentés de commercer avec l'ennemi. Le jour de l'exécution, Bastien s'était faufilé dans la foule sur la place centrale. Il avait regardé son père monter sur l'échafaud. Édouard l'avait cherché du regard, il savait que Bastien serait là, et leurs yeux s'étaient croisés pendant un long moment. Son père avait souri, un sourire triste mais paisible. Puis il avait hoché la tête, comme pour dire « C'est bien, je comprends, continue ». La hache était tombée, le monde de Bastien s'était effondré. Sa mère était morte de chagrin 6 mois plus tard. Sa sœur cadette avait été recueillie par un monastère. Et lui, Bastien, s'était retrouvé, seul, sans famille, sans fortune, sans but. Il avait survécu en mendiant, en volant, en faisant les petits travaux sales que personne d'autre ne voulait faire. L'ancien fils du marchand prospère était devenu un fantôme dans les ruelles de Chambéry, invisible et sans importance. Jusqu'au jour où le maître des messages ducaux l'avait trouvé dormant sous un pont. L'homme, un vétéran nommé Guillaume Faucon, l'avait réveillé d'un coup de pied pas trop brutal. « Tu es le fils d'Édouard de Marignan », avait-il dit. Ce n'était pas une question. « J'étais », avait répondu Bastien. « Maintenant, je ne suis personne. » Connerie. Faucon avait craché dans la rivière. Tu es qui tu choisis d'être. Ton père était un idiot, trop honnête pour ce monde de merde. Mais il était brave. Et il a élevé un fils qui ne s'est pas effondré même après avoir tout perdu. Il avait tendu une main cailleuse. Je cherche des messagers, des jeunes qui savent lire, qui peuvent chevaucher, qui ont quelque chose à prouver. Le salaire est maigre, le travail dangereux, mais c'est une place, une identité, une chance. Bastien avait saisi cette main comme un homme qui se noie saisit une corde. Et pendant 3 ans, il avait été un messager exemplaire, rapide, fiable, discret. Jamais il n'avait ouvert un pli scellé, même quand la curiosité le rongeait. Jamais il n'avait trahi une confidence, même quand cela aurait pu lui profiter. Il avait reconstruit son honneur lettre par lettre, lieu par lieu, serment par serment. C'était tout ce qui lui restait de son père, cette croyance obstinée que les règles importaient, que le devoir signifiait quelque chose, que l'intégrité avait de la valeur même quand elle conduisait à la destruction. Mais maintenant, couché dans l'obscurité de Rochenoir, écoutant le vent gémir autour des tours, Bastien se demandait pour la première fois si son père avait eu tort, si l'honnêteté rigide qui avait détruit leur famille était une vertu ou une stupidité, si le devoir qu'il avait juré d'accomplir, porter ce message qui condamnait 80 hommes à mort, était vraiment noble ou simplement aveugle. Les questions tournaient dans son esprit comme la neige dans la tempête, sans réponse, sans repos. 3e partie, les cuisines de la conspiration.
Le lendemain, Bastien erra dans la forteresse, essayant de comprendre la géographie de ce lieu qui serait peut-être sa tombe. Rochenoir était plus grande qu'elle ne semblait de l'extérieur, un labyrinthe de tours connectées par des murs épais comme des maisons, de cours intérieures, de passages couverts. Construite 2 siècles auparavant pour contrôler l'école menant en Italie, elle avait été agrandie et renforcée au fil des générations jusqu'à devenir un complexe massif accroché au flanc de la montagne comme une excroissance de pierres grises. La neige continuait de tomber, transformant le monde en un camailleux de blanc et de gris. Les hommes vaquaient à leurs tâches avec des visages fermés. Bastien sentait la tension qui vibrait dans l'air. 2 camps se formaient, s'observaient, se jaugeaient. Les loyalistes de D'Entremont tenaient la tour ouest et une partie des remparts nord. Les hommes de Morvan contrôlaient les portes, les écuries et la tour principale. Une ligne invisible mais mortelle divisait la forteresse. Personne ne parlait ouvertement de mutinerie. Personne n'évoquait la possibilité de violences fratricides, mais chacun savait que le moindre incident pouvait faire basculer la situation dans le carnage. Bastien descendit vers les cuisines, attiré par l'odeur du pain en train de cuire, une promesse de normalité, de vie domestique au milieu de cette attente morbide. Il poussa une porte basse et entra dans une grande salle voûtée où la chaleur des fours faisait fondre la neige de ses vêtements. Un homme énorme, chauve et rouge s'activait devant une table de bois massif, pétrissant de la pâte avec des mains qui ressemblaient à des battoirs. Il leva les yeux à l'entrée de Bastien, un large sourire dévoilant des dents inégales. « Ah, le jeune messager qui fait trembler les capitaines! Entre, entre !» Sa voix était un roulement de tonnerre joyeux, complètement incongru dans l'atmosphère tendue de la forteresse. « Je suis Gaspard Leboeuf, cuisinier en chef de cette glorieuse prison de pierre. Tu as faim ? Bien sûr que tu as faim. Les jeunes ont toujours faim, surtout après avoir chevauché 3 jours dans une tempête. » Sans attendre de réponse, Gaspard coupa une énorme tranche de pain encore tiède, l'enduisit de beurre jaune et la tendit à Bastien. L'arôme était paradisiaque. Bastien mordit dedans avec une gratitude qui aurait pu être une prière. « Voilà, » dit Gaspard avec satisfaction, « le pain résout bien des problèmes. Pas tous, hélas, mais bien des. » Il retourna à sa pâte, ses mains travaillant avec une grâce surprenante pour leur taille. « Alors, dis-moi, jeune Bastien de Marignan, oui, je sais qui tu es, tout le monde sait tout ici. Qu'est-ce qui t'amène dans mes cuisines en dehors d'un estomac vide ?» Bastien mâcha lentement, réfléchissant. Il y avait quelque chose chez Gaspard qui invitait à la confidence, peut-être sa jovialité dans un lieu de désespoir, ou peut-être simplement la sagesse qu'on lisait dans ses yeux malgré son apparence de bouffon. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-il finalement. « J'ai livré mon message, mon devoir est accompli, mais tu te demandes si accomplir son devoir suffit quand le devoir mène à la catastrophe. » Gaspard hocha la tête. Question légitime, question dangereuse aussi. Il regarda autour de lui, vérifiant qu'ils étaient seuls, puis baissa la voix. « Écoute bien, garçon. Je suis cuisinier depuis 30 ans. J'ai servi dans 7 forteresses, sous 12 commandants différents. Tu sais ce que j'ai appris ? Les cuisines sont le cœur véritable de toute garnison. Pas la salle d'armes, pas la chapelle, les cuisines. Parce que tout le monde doit manger, qu'il soit capitaine ou simple soldat, loyaliste ou mutin. Et dans les cuisines, les langues se délient, les secrets se partagent, la vérité émerge. » Il se pencha plus près. « Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé avec de Châtillon ?» Bastien sentit son cœur s'accélérer. « Tu sais, je sais que 3 jours avant sa mort, le commandant et Morvan se sont disputés violemment. »
Je sais que de Châtillon avait reçu des rapports sur les mouvements bourguignons et refusait de croire qu'ils étaient si proches. Je sais que Morvan a proposé d'envoyer un émissaire pour négocier des termes de reddition et que de Châtillon l'a traité de lâche devant toute la garnison. Et la chute? De Châtillon aimait marcher sur les remparts à l'aube, seul, toujours le même circuit, toujours à la même heure. Gaspard haussa ses épaules massives. Peut-être qu'il a glissé sur la glace, peut-être qu'il a été poussé. 2 gardes étaient de service cette section ce matin-là, 2 hommes qui suivent maintenant Morvan avec la dévotion de chiens. Coïncidence? Peut-être. Personne n'a enquêté? Enquêté, Gaspard laissa échapper un rire amer. Sur quoi? Il n'y a pas de témoins, pas de preuves. Et même s'il y en avait, qui les jugerait? Nous sommes à 10 lieues de toute justice. Rochenoir est un monde à part, avec ses propres lois. La loi du plus fort, la loi de la survie. Bastien termina son pain en silence, digérant ces révélations. « Pourquoi me dis-tu tout cela ?» Gaspard le regarda avec une intensité soudaine. « Parce que tu portes des ordres qui vont décider si nous vivons ou mourrons. Et je pense que tu es assez intelligent pour comprendre que les ordres écrits sur un parchemin à Chambéry par des hommes qui ne verront jamais ces montagnes ne sont peut-être pas les bons ordres pour cette situation. Que veux-tu dire ? » « Je veux dire, » Gaspard s'interrompit, écouta. Des pas résonnaient dans le couloir. Il reprit d'une voix normale. « Je veux dire que ce ragoût sera prêt dans 2 heures et que tu devrais revenir le goûter, ma spécialité. » Un soldat passa la tête par la porte. « Gaspard, on a besoin de pain dans la tour principale, Morvan l'exige. » « Morvan exige, mormonna Gaspard en chargeant plusieurs miches dans un panier. « Un jour, j'exigerai quelque chose. Nous verrons ce qui se passera. » Mais il souriait en disant cela, et le soldat sourit aussi avant de disparaître. Quand ils furent à nouveau seuls, Gaspard murmura rapidement. « Reviens cette nuit, après minuit, je te montrerai quelque chose. » Puis, à voix haute, « Maintenant, hors de ma cuisine, j'ai du travail, moi !» Bastien sortit, mais les paroles du cuisinier résonnaient dans son esprit. Les ordres écrits à Chambéry ne sont peut-être pas les bons ordres. L'idée était séduisante, dangereuse, fondamentalement contraire à tout ce qu'en quoi il croyait. Et pourtant, 4e partie, sous les pierres. Minuit. La forteresse dormait d'un sommeil agité, troublée par les hurlements du vent et les craquements de la glace. Bastien se glissa hors de l'alcôve, enroulé dans un manteau de laine. Les couloirs étaient sombres, éclairés seulement par quelques torches espacées qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. Il descendit vers les cuisines, évitant les sentinelles qu'il entendait marcher sur les remparts. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Il entra. Gaspard l'attendait, une lanterne à la main. « Bien, tu es venu. J'avais peur que tu sois trop vertueux pour suivre un cuisinier ivre dans les ténèbres. » « Es-tu ivre ?»« Toujours un peu. Ça rend la vie supportable. » Gaspard fit un geste. « Suis-moi et reste silencieux. » Il guida Bastien vers le fond de la cuisine où un énorme foyer de pierre occupait tout un mur. Gaspard appuya sur une pierre spécifique et un panneau du mur pivota vers l'intérieur, révélant une ouverture étroite. « Passage secret » chuchota Bastien, étonné. Rochenoir en est truffée, construite par des hommes paranoïaques qui voulaient toujours une sortie de secours. Gaspard s'enfonça dans le passage. « Viens !» Ils descendirent un escalier raide taillé dans la roche vive. L'air devenait plus froid, plus humide. Les murs suintaient. Bastien compta les marches. 50, 100, 150. Il devait être profondément sous la forteresse maintenant, peut-être même sous le niveau de la cour extérieure.
L'escalier déboucha sur un tunnel qui s'étendait dans l'obscurité. Gaspard avança avec assurance, sa lanterne projetant un cercle de lumière tremblante. Ils marchèrent pendant ce qui sembla une éternité, le silence brisé seulement par le goutte-à-goutte de l'eau et le murmure lointain du vent filtrant à travers des fissures invisibles. « Où allons-nous » demanda finalement Bastien. « Patience, nous y sommes presque. » Le tunnel s'élargit soudain en une caverne naturelle. Au centre, des provisions étaient empilées, sacs de grains, tonneaux de vin, fromage enveloppé dans du tissu, viande fumée suspendue à des crochets. Un arsenal aussi, soigneusement disposé, des épées, des arbalètes, des flèches, des boucliers. « La réserve secrète », expliqua Gaspard. En cas de siège, si les caves principales tombent aux mains de l'ennemi, cette cachette pourrait permettre à un groupe de tenir pendant des semaines. Peu de gens connaissent son existence. De Châtillon la connaissait, d'Entremont aussi. Morvan. Il fit une pause. Je ne suis pas sûr que Morvan la connaisse. Bastien comprenait maintenant pourquoi Gaspard l'avait amené ici. C'était un secret, un avantage potentiel, une carte cachée dans le jeu mortel qui se jouait à Rochenoir. « Mais ce n'est pas pour les provisions que je t'ai amené, » continua Gaspard. Il se dirigea vers le fond de la caverne, où le mur semblait solide, mais en s'approchant, Bastien vit une fissure, une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser de côté. Au-delà, c'est un réseau de grottes qui descend dans la montagne et finalement émerge à environ 2 lieues d'ici, bien en dessous des murailles. Une sortie secrète, une voie d'évasion. Le cœur de Bastien tambourinait. « Pourquoi me montres-tu cela » Gaspard se tourna vers lui, son visage rond soudain grave dans la lumière de la lanterne. « Parce que je pense que tu portes plus qu'un message, garçon. Tu portes une décision. Ces ordres que tu as livrés, ils vont tuer tout le monde ici. D'Entremont va obéir, va résister, et Morvan va mener une mutinerie pour se rendre. Et dans cette lutte, nous allons tous mourir, tués par nos propres camarades avant même que les Bourguignons n'arrivent. Mais les ordres du duc sont basés sur de mauvaises informations. » La voix de Gaspard résonna dans la caverne. Il ne sait pas que de Châtillon est mort. Il ne sait pas que la garnison est au bord de l'implosion. Il ne sait pas que les Bourguignons sont à nos portes. Si le duc savait tout cela, penses-tu qu'il donnerait les mêmes ordres ? Bastien ouvrit la bouche, la referma. C'était vrai, le duc Philippe avait écrit ses ordres pour une situation qui n'existait plus. Mais cela changeait-il quelque chose ? « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, bien qu'il craignait déjà la réponse. « Je veux que tu retournes à Chambéry, que tu dises au duc ce qui se passe vraiment ici. Que tu obtiennes de nouveaux ordres, des ordres qui permettent la reddition si nécessaire, qui sauvent des vies au lieu de les gaspiller pour un symbole. Mais ça prendrait au moins 6 jours, 3 pour descendre, 3 pour remonter. Les Bourguignons seront là bien avant. » Exactement. Gaspard s'assit sur un tonneau, soudain épuisé. « C'est pourquoi je vais te dire quelque chose de terrible, quelque chose qui fera de moi un traître, et de toi aussi si tu l'écoutes. » Bastien attendit, glacé jusqu'aux os. « Les ordres que tu as portés, ils ne valent rien maintenant. Ils sont périmés dès leur arrivée. Alors peut-être que tu pourrais en rédiger de nouveaux. Des ordres qui reflètent ce que le duc aurait commandé s'il savait la vérité. Des ordres autorisant la reddition honorable si la situation est sans espoir. » Le silence qui suivit était absolu. Gaspard venait de suggérer une falsification, une trahison du devoir le plus sacré d'un messager, un crime qui pourrait mener à l'exécution. « Je ne peux pas, » murmura Bastien. « C'est mal, je sais. » Gaspard se leva, posa une main paternelle sur l'épaule de Bastien.
C'est un péché, c'est une trahison de ta charge. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est pire? Trahir une lettre ou laisser 80 hommes mourir inutilement parce que cette lettre ne reflète plus la réalité? Bastien secoua la tête, sentant les larmes brûler ses yeux. Mon père est mort parce qu'il refusait de mentir, de trahir ses principes. Comment puis-je? Ton père est mort parce que d'autres hommes ont menti, dit doucement Gaspard. Il est mort parce qu'il a joué selon les règles dans un jeu truqué. Tu as le pouvoir maintenant, avec ton sceau de messager, avec ta connaissance des formules officielles, de changer le jeu, de sauver des vies. Mais si je fais cela, je deviens ce que j'ai toujours méprisé, un menteur, un traître. Non. Gaspard secoua la tête fermement. Tu deviens un homme qui a appris que les règles ne sont pas plus importantes que les vies, qu'il existe des loyautés plus profondes que l'obéissance aveugle. Il poussa Bastien vers l'escalier. Je ne te forcerai pas, la décision t'appartient, mais réfléchis vite parce que le temps nous manque. 5e partie. Le poids des sceaux. Les 2 jours suivants furent une agonie de doute. Bastien errait dans Rochenoir comme un fantôme, observant, écoutant, essayant de comprendre la vérité de cette situation impossible. Il vit d'Entremont organiser les défenses avec une détermination désespérée. Le Castellan réparait les murailles endommagées, stockait de l'eau, distribuait les armes. Il parlait aux hommes, essayant d'enflammer leur courage, de les convaincre que leur sacrifice aurait du sens. Il vit aussi Morvan recruter discrètement des partisans, promettant qu'une reddition négociée épargnerait leur vie, que les Bourguignons étaient des hommes d'honneur qui respecteraient des termes équitables. Chaque jour, quelques hommes de plus basculaient dans son camp. Et Bastien voyait la peur dans tous les yeux. La peur de mourir, bien sûr, mais aussi la peur de choisir le mauvais camp, la peur de trahir ou d'être trahi. Le 3e matin après son arrivée, un éclaireur revint au galop, son cheval écumant. Les Bourguignons avaient été repérés à moins de 5 lieues. Ils seraient devant les murailles dans quelques heures. La nouvelle se répandit comme un incendie. Les hommes coururent aux remparts, les armes furent distribuées. D'Entremont ordonna que les portes soient renforcées, que les meurtrières soient garnies d'archers. Mais dans la cour, Morvan rassembla ses partisans, plus de la moitié de la garnison maintenant. Sa voix porta à travers le vent. « Mes frères, l'heure de vérité est venue. Devons-nous mourir pour l'orgueil d'un duc lointain? Ou devons-nous vivre, négocier une reddition honorable qui sauvera nos vies et permettra à nos familles de nous revoir ?» Un rugissement d'approbation monta de ces hommes. Bastien, observant depuis une fenêtre de la tour ouest, vit d'Autremont apparaître sur les remparts, son visage pâle mais résolu. « Trahison !» cria le Castellan. « Morvan, tu es arrêté pour mutinerie, dépose les armes !» Morvan éclata de rire, un rire terrible, presque hystérique. « M'arrêter? Avec quelle autorité? Les ordres d'un commandant mort? Les fantaisies d'un duc qui nous a oubliés ?» Il tira son épée, la pointa vers d'Entremont. « Non, Castellan, c'est toi qui es fini. Rends-toi maintenant et je t'épargnerai. Résiste et je te traiterai comme tu traiterais les Bourguignons, sans pitié. » Les hommes de Morvan dégainèrent leurs armes. Les loyalistes d'Entremont firent de même sur les remparts. Bastien regarda avec horreur la forteresse se déchirer, un Rubicon franchi en quelques secondes. « Attends !» La voix du chapelain résonna, surprenante dans sa force. Le vieil homme descendit des remparts, s'interposa entre les 2 camps. « Attends, Morvan, et toi aussi, Hugues. Est-ce ainsi que nous voulons finir, nous entretuant pendant que l'ennemi attend nos portes ?» « Il n'y a pas d'autre issue, » dit Morvan amèrement. « D'Entremont refuse de voir la raison. »« Et toi, tu refuses de voir l'honneur, » riposta d'Entremont. « L'honneur » Morvan cracha le mot.
L'honneur ne nourrira pas mes enfants quand je serai mort. L'honneur ne réchauffera pas ma femme dans son lit vide. » Le chapelain leva les mains. Peut-être qu'il existe une troisième voie. Il se tourna, chercha du regard. « Bastien, messager, viens ici !» Tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre où Bastien se tenait. Son cœur s'arrêta. Lentement, comme un homme marchant vers l'échafaud, il descendit l'escalier et sortit dans la cour. La neige tombait doucement maintenant, silencieuse et indifférente. « Les ordres du duc, dit le chapelain, il commande de tenir à tout prix. Mais ces ordres ont été écrits avant la mort de Châtillon, avant la division de la garnison, avant que les Bourguignons ne soient à nos portes. Dieu, dans sa sagesse, a peut-être voulu que ces ordres arrivent dans un contexte différent, pour que nous comprenions que les mots sur un parchemin ne sont pas la loi divine. »« Que suggères-tu, père » demanda d'Entremont méfiamment. « Je suggère que nous demandions au messager, au seul ici qui n'a pas de camp, qui ne gagnera rien ni d'un côté ni de l'autre, de nous dire ce qu'il pense que le duc commanderait s'il était ici, maintenant, avec nous. » Le silence tomba. 80 pères dieux fixèrent Bastien. Il sentit le poids de ce moment, l'impossibilité de ce qu'on lui demandait. « Je ne suis qu'un messager, dit-il d'une voix faible. Je ne peux pas parler pour le duc. »« Mais tu as voyagé avec ces ordres pendant 3 jours, insista le chapelain. Tu les as protégés comme ta propre vie. Tu comprends son intention. Alors dis-nous honnêtement, si le duc Philippe était ici maintenant, que commanderait-il » Bastien ferma les yeux. Il pensa à son père, marchant vers l'échafaud, tête haute, principes intacts. Il pensa aux ordres qu'il avait portés, au sceau qu'il avait juré de ne jamais briser. Il pensa à Gaspard dans la caverne, lui offrant la trahison comme un acte de miséricorde. Et il pensa aux 80 hommes autour de lui, qui allaient mourir, soit tués par les Bourguignons, soit dans une guerre fratricide, à cause de mots écrits dans l'ignorance. Il ouvrit les yeux. Le duc commanderait... Sa voix se brisa. Il respira profondément, se força à continuer. Le duc commanderait que vous fassiez ce qui est nécessaire pour préserver ce qui peut être préservé. Pas l'orgueil, pas le symbole, mais les vies, les hommes qui peuvent encore se battre un autre jour pour une cause qui a du sens. Un murmure parcourut la cour. D'Entremont le regardait avec une expression de trahison, Morvan avec un triomphe naissant. « Tu es un menteur, dit d'Entremont froidement. Les ordres disent clairement. »« Les ordres sont obsolètes !» L'éclat de Bastien surprit tout le monde, lui-même inclus. « Les ordres ont été écrits pour un commandant qui est mort, pour une garnison qui était unie, pour une situation qui n'existe plus. Si le duc savait la vérité, penses-tu vraiment qu'il sacrifierait 80 hommes pour retarder une armée de 15 000 d'une journée, une seule journée? Comment oses-tu? Il a raison. Gaspard était sorti des cuisines, massif et imposant. Le garçon a raison, et vous le savez tous. Nous sommes pris entre l'honneur et la stupidité. Et nous appelons la stupidité du courage. Un cuisinier ivre ne devrait pas parler de courage, cracha un des officiers de d'Entremont. Non, Gaspard s'avança, son visage rouge de colère. J'ai servi dans plus de batailles que toi, espèce de blanc-bec. J'ai vu de vrais héros et de vrais lâches. Et je te dis que mourir inutilement n'est pas héroïque, c'est du gaspillage. Les voix s'élevèrent, des arguments éclatants de toutes parts. La cour plongea dans le chaos. Et pendant ce temps, dehors, le grondement lointain d'une armée en marche commençait à résonner contre les montagnes, le son de 15 000 hommes approchant de leur destin. 6e partie, le sceau brisé. Ce fut le chapelain qui ramena l'ordre. Il grimpa sur un tonneau, leva son crucifix et cria d'une voix qui domina le tumulte.
Silence! Au nom de Dieu et de tous les saints, silence! Le bruit s'apaisa progressivement. Le vieil homme regarda autour de lui, ses yeux brillants de larmes. « Nous sommes des hommes civilisés, dit-il, pas des bêtes. Nous avons des âmes immortelles, et ces âmes seront jugées non par ce que nous avons obéi, mais par ce que nous avons choisi. » Il se tourna vers Bastien. « Jeune homme, tu as dit que les ordres sont obsolètes. Je crois que tu as raison. Mais nous ne pouvons pas simplement les ignorer. Nous avons besoin de nouveaux ordres. » Le piège se refermait. Bastien comprit où le chapelain voulait en venir. « Vous voulez que... Je veux que tu fasses ce que ta conscience te dit être juste, pas ce que les règles exigent, pas ce que la peur commande, mais ce qui est juste. » D'Entremont descendit des remparts, s'approcha de Bastien. Son visage était celui d'un homme qui avait déjà accepté sa mort. « Si tu fais cela, si tu falsifies les ordres du duc, je te dénoncerai. Quand tout ceci sera terminé, si je survis, je témoignerai contre toi. Tu seras jugé pour trahison. »« Je sais, » murmura Bastien. « Mais, continua d'Entremont d'une voix étranglée, je ne t'empêcherai pas, parce que dans mon cœur, je sais que tu as raison. Ces hommes ne devraient pas mourir pour rien. Mais je ne peux pas être celui qui ordonne la reddition, mon serment, mon honneur. Je comprends, messire. » Et étrangement, Bastien comprenait vraiment. D'Entremont était piégé par les mêmes chaînes qui avaient tué le père de Bastien, les chaînes de l'honneur rigide, de l'obéissance aveugle. Mais contrairement à Édouard de Marignan, d'Entremont avait la chance de voir quelqu'un d'autre briser ces chaînes pour lui. Bastien se tourna vers Morvan. « Si je fais cela, si je rédige de nouveaux ordres autorisant la reddition, jureras-tu de négocier honorablement avec les Bourguignons, de protéger les vies de tous ici, loyalistes et mutins ?» Morvan hésita, puis hocha la tête. « Je le jure, sur la tête de mes enfants. » « Alors allons-y, avant que je perde mon courage. » Dans la tour ouest, dans la chambre de d'Entremont, Bastien s'assit à la table où le castellan avait lu les ordres originaux 3 jours auparavant. Du parchemin vierge fut apporté, de l'encre, une plume. Gaspard était là, et le chapelain, et d'Entremont, et Morvan, et quelques officiers des 2 camps, témoins à un crime, à un salut, à un acte dont la nature exacte resterait débattue pour toujours. Bastien trempa la plume dans l'encre, ses mains tremblaient. Il pensa à toutes les lettres qu'il avait portées, tous les serments qu'il avait prononcés. Et il pensa à son père, et se demanda si Édouard de Marignan, regardant depuis le paradis, ou l'enfer, ou le néant, approuverait ou maudirait ce que son fils s'apprêtait à faire. Il écrivit. Les mots coulaient, formels et officiels. De Philippe, par la grâce de Dieu, duc de Savoie, au castellan de Rochemar et à tous officiers de cette garnison, attendu que les circonstances ont changé depuis nos ordres précédents et qu'il a été porté à notre attention que le commandant de Châtillon est décédé et que la situation stratégique est devenue intenable, nous commandons par la présente que si la position ne peut être tenue sans sacrifice inutile, une reddition honorable peut être négociée, préservant les vies de nos fidèles serviteurs pour servir un autre jour. Donné sous notre sceau, ce... » Il s'arrêta. La date. Il ne pouvait pas antidater le document, c'était trop évident. Mais le daté d'aujourd'hui révélerait qu'il avait été écrit ici, à Rochenoir. « La tempête, » dit doucement Gaspard. « Tu as été retardé par la tempête. Tu n'es pas arrivé il y a 3 jours, mais ce matin. Les ordres ont été écrits hier à Chambéry, pas il y a 1 semaine. » Un mensonge sur un mensonge, mais un mensonge qui pourrait fonctionner. Bastien data le parchemin. Puis vint le moment le plus difficile, le sceau.
Il sortit de son sac le sceau de messager qui lui avait été confié 3 ans auparavant, un petit disque de bronze gravé de l'emblème ducal. Chaque messager en portait un, mais utiliser un sceau sur de faux ordres était un crime capital. « Une fois que je fais cela, il n'y a pas de retour, dit-il. « Il n'y a déjà pas de retour, répondit le chapelain. Depuis le moment où tu es arrivé à Rochenoir avec des ordres pour un monde qui n'existait plus. Tu ne crées pas ce moment, tu le résous. » Bastien chauffe la scie rouge au-dessus d'une bougie. Elle goutte sur le parchemin, formant une flaque écarlate. Il presse le sceau. L'empreinte se forme, nette et officielle, indiscernable d'un vrai sceau ducal. Sauf que tout en cela est un mensonge. Il leva les yeux. Tous le regardaient avec un mélange d'admiration et d'horreur. « C'est fait, dit-il. À l'extérieur, les trompettes bourguignonnes sonnèrent. L'armée était en vue. 7e partie, les négociations. L'armée bourguignonne se déploya dans la vallée en contrebas comme une marée de fer et de bannières. 15 000 hommes, peut-être plus, leur campement s'étendant à perte de vue. Des chevaliers en armure complète, des arbalétriers génois, des piquiers suisses, des canons traînés par des chevaux, toute la machine de guerre du duc Charles le Téméraire. Du haut des remparts de Rochenoir, les 80 hommes de la garnison regardaient leur fin potentiel s'installer pour la nuit. Pas d'assaut immédiat, l'armée était fatiguée de sa marche à travers les montagnes. Mais demain, ou après-demain au plus tard, les canons commenceraient à marteler les murailles. Morvan, maintenant de facto commandant après qu'Entremont s'était retiré dans ses quartiers, ordonna qu'un drapeau blanc soit tissé. Les Bourguignons répondirent en envoyant un héros, un chevalier vêtu d'une tabard aux armes de Granson. Les négociations eurent lieu dans la chapelle, terrain neutre choisi par le chapelain. Le héros bourguignon était un homme d'âge moyen nommé Jacques de Vergy, courtois mais ferme. Il exposa les termes. « Le seigneur de Granson offre une reddition honorable. Vos vies seront épargnées. Vous pourrez partir avec vos armes personnelles et vos biens. Mais la forteresse et toutes ses provisions seront remises intactes. Et, il regarda autour de la salle, vous devrez jurer de ne plus porter les armes contre la Bourgogne pendant 1 an. Morvan fronça les sourcils. 1 an, c'est long. C'est généreux. Monseigneur pourrait exiger votre reddition inconditionnelle. Il pourrait vous pendre tous comme rebelles. Mais il est un homme d'honneur qui préfère la paix à la tuerie inutile. De Vergy se pencha en avant. Acceptez ces termes, ils sont justes. Nous devons consulter. Vous avez jusqu'à l'aube. Après cela, les canons parleront. » Le héros partit. Dans la chapelle, les officiers se rassemblèrent pour débattre. Bastien, assis dans un coin, écoutait les voix s'élever et retomber. Certains voulaient accepter immédiatement. D'autres craignaient que les Bourguignons ne respectent pas les termes, qu'ils soient massacrés une fois les portes ouvertes. D'Entremont finalement émergea de son silence. « Ces termes sont honorables, dit-il, d'une voix vide d'émotion. Nous les accepterons. Mais, il regarda Bastien, mais je veux que ce soit consigné que nous agissons sous de nouveaux ordres, que nous ne sommes pas des traîtres, mais des hommes obéissant au commandement de notre duc. » « Personne ne nous accusera de trahison, dit Morvan. Nous avons tenu aussi longtemps que raisonnablement possible. Toi peut-être, mais moi. » D'Entremont sourit amèrement. « Moi, on dira que j'ai failli, que j'aurais dû mourir plutôt que de me rendre. Mon nom sera sali, ma famille humiliée. Mais tu seras vivant, dit le chapelain doucement, et dans la vie, il y a toujours l'espoir de rédemption. » D'Entremont ne répondit pas. Cette nuit-là, Bastien ne put dormir. Il erra sur les remparts, regardant les feux de camp bourguignon scintiller dans la vallée comme des étoiles tombées sur terre.
Le vent avait faibli, et pour la première fois depuis son arrivée, le ciel se dégagea, révélant un croissant de lune et la voie lactée étalée dans toute sa gloire. Des pas derrière lui. Il se retourna et vit Gaspard approcher, portant 2 gobelets fumants. « Vin chaud, dit le cuisinier, bon pour l'âme dans les moments difficiles. » Ils burent en silence, regardant les étoiles. « Tu as fait la bonne chose, dit finalement Gaspard. »« Ai-je » Bastien secoua la tête. « J'ai menti, j'ai trahi mon serment, j'ai falsifié les ordres du duc. Comment cela peut-il être bon ? Parce que 80 hommes verront demain le soleil se lever. Parce que 80 familles ne pleureront pas. Parce que tu as choisi la vie plutôt que l'obéissance aveugle. » Gaspard posa une main lourde sur l'épaule de Bastien. « Ton père était un homme de principe. Tu es un homme de sagesse. Il y a une différence. Mon père me mépriserait. Ou peut-être qu'il comprendrait, maintenant qu'il est mort, et peut voir les choses plus clairement. Peut-être qu'il regretterait d'avoir été si rigide, si attaché aux règles, qu'il a laissé les règles le détruire. » Bastien sentit les larmes couler sur ses joues, gelant dans le froid de la nuit. « Je voulais juste être digne de lui, honorer sa mémoire. Tu l'honores en apprenant de ses erreurs, en devenant meilleur que lui, plus sage, plus humain. » Gaspard leva son gobelet. À Édouard de Marignan, homme de principe, et à Bastien de Marignan, homme de cœur. Ils burent, et le vin était doux et brûlant, comme des larmes liquides. 8e partie. L'aube de cendre. L'aube se leva grise et froide. Les bannières blanches flottaient sur Rochenoir. Les portes s'ouvrirent lentement, grinçant sur leurs gonds massifs. L'armée bourguignonne entra avec circonspection, s'attendant peut-être à une trahison, mais il n'y eut que des hommes là, déposant leurs armes, acceptant leur défaite avec une dignité qui arracha même des murmures de respect aux conquérants. Le seigneur de Grandson lui-même vint inspecter la forteresse, un homme grand, aux traits durs, vêtu d'une armure sombre. Il examina les défenses, les provisions, hocha la tête avec satisfaction. « Vous auriez pu tenir peut-être 3 jours, dit-il à Morvan. Cela nous aurait coûté des hommes. Je suis content que vous ayez choisi la sagesse. » « Nous avions de nouveaux ordres de notre duc, dit Morvan, présentant le parchemin falsifié. Grandson le lut, fronça les sourcils. « Étrange que le duc change d'avis si rapidement. Mais... » il haussa les épaules. « Ce n'est pas mon affaire. Les termes seront respectés. Vous pouvez partir. » Les hommes de Rochenoir rassemblèrent leurs maigres possessions. Bastien regardait depuis une fenêtre, se sentant étrangement détaché, comme s'il observait une pièce de théâtre plutôt que participant à la réalité. D'Entremont apparut à côté de lui. Le Castellan avait vieilli de 10 ans en 3 jours. « Je tiendrai ma parole, dit-il sans regarder Bastien. Quand nous retournerons à Chambéry, je témoignerai contre toi. Je dirai ce que tu as fait. Je sais, tu seras jugé, probablement exécuté. Comprends-tu cela? Oui. Alors pourquoi sacrifier ta vie pour nous? » Bastien réfléchit longuement avant de répondre. « Parce que quelqu'un devait briser les règles, et je préfère que ce soit moi qui porte ce poids plutôt que quelqu'un d'autre. Mon père a vécu selon les règles et est mort. Au moins moi, j'aurais choisi. » D'Entremont le regarda enfin, et dans ses yeux, Bastien vit quelque chose qui aurait pu être de la gratitude, ou du remords, ou les deux. « Tu es soit le plus grand héros que j'ai rencontré, soit le plus grand fou. Je ne suis pas sûr lequel. Peut-être les deux. » Ils se séparèrent. Bastien descendit dans la cour où les hommes se préparaient à partir. Gaspard était là, supervisant le démantèlement de ses cuisines, mais il s'arrêta en voyant Bastien. « Alors, jeune héros, où vas-tu maintenant ?»« Je ne sais pas. Pas Chambéry, pas tout de suite. » Bastien regarda les montagnes au-delà de la forteresse. « Peut-être que je marcherai vers l'est, vers l'Italie, vers un endroit où personne ne connaît mon nom ou mes crimes. Fuir, ce n'est pas très héroïque. Non, mais c'est très humain.
Bastien sourit faiblement, et je commence à penser que c'est suffisant. Gaspard le serra dans une étreinte qui aurait pu briser les côtes. « Va avec Dieu, Bastien de Marignan, ou sans lui. De toute façon, tu as fait quelque chose d'important ici, quelque chose qui comptera. » Les hommes de Rochenoir sortirent en une longue colonne, marchant à travers les lignes bourguignonnes sous les regards des soldats. Certains pleuraient, d'autres marchaient avec des têtes fières. Tous vivaient. Bastien attendit qu'ils soient tous partis. Puis il retourna une dernière fois dans la tour ouest, dans la chambre de D'Entremont. Sur la table, les ordres originaux du duc étaient encore étalés. Il les prit, les lut une dernière fois. « Tenez à tout prix. » 3 mots qui auraient tué 80 hommes, 3 mots qu'il avait trahis. Il plia soigneusement le parchemin, le glissa dans sa tunique à côté de son cœur. Puis il prit le document falsifié qu'il avait écrit, le regarda longuement. Sur une impulsion, il le jeta dans le feu qui mourait dans la cheminée. Le parchemin se tordit, noircit, s'enflamma. Les mots disparurent dans les flammes. La preuve de sa trahison devint cendre. Mais les ordres originaux, ceux-là, il les garderait, comme témoignage, comme rappel, comme accusation contre lui-même et contre tous ceux qui mettent les règles au-dessus de la vie. Il quitta Rochenoir en dernier. Les Bourguignons le laissèrent passer sans question, juste un jeune messager, sans importance, insignifiant. Il marcha vers l'est, comme il l'avait dit à Gaspard. Mais pas pour fuir, réalisa-t-il en avançant dans la neige qui recommençait à tomber. Pour chercher, pour comprendre, pour apprendre à vivre avec ce qu'il était devenu. Ni héros, ni traître, mais quelque chose entre les deux. Un homme qui avait appris que les loyautés les plus importantes ne sont pas celles que nous jurons, mais celles que nous choisissons. 9e partie. L'ombre de la vérité. 3 mois passèrent. Bastien ne franchit jamais l'école vers l'Italie. Au lieu de cela, il vagabonda dans les montagnes de Savoie, travaillant ici et là, un messager anonyme pour de petits seigneurs qui ne posaient pas de questions, un guide pour les marchands audacieux qui bravaient les routes incertaines, parfois simplement un mendiant dans les villages de montagne. Il entendit des nouvelles. La guerre continuait. Les Bourguignons avançaient, consolidaient leur contrôle sur l'école. Le duc Philippe rassemblait des forces pour une contre-offensive. Rochenoir était devenu un avant-poste bourguignon, une épine enfoncée dans le flanc de la Savoie. Il entendit aussi parler d'une enquête. D'Entremont, fidèle à sa parole, avait témoigné devant les conseillers ducaux. Il avait raconté l'histoire des faux ordres, de la falsification, de la trahison du jeune messager. Un mandat d'arrêt avait été émis contre Bastien de Marignan. Mais les détails de l'histoire s'étaient obscurcis dans le récit. D'Entremont, malgré sa promesse de témoigner contre Bastien, n'avait apparemment pas mentionné que c'était lui qui avait permis la falsification. Il s'était présenté comme une victime, contraint d'accepter de faux ordres sous la menace. Morvan et les autres avaient disparu, partis vers l'est ou le sud, se dissolvant dans l'anonymat de ces temps chaotiques. Gaspard avait simplement repris du service dans une autre forteresse. Les cuisiniers sont toujours nécessaires, avait-il dit selon les rumeurs, peu importe qui gagne la guerre. Un jour de mars, alors que la neige commençait enfin à fondre et que les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres, Bastien arriva dans un petit village appelé Saint-Gervais. C'était un lieu de pèlerinage mineur, connu pour une source miraculeuse et une église dédiée à une sainte obscure. Il entra dans l'église pour échapper à la pluie printanière. L'intérieur sentait l'encens et la pierre humide. Quelques fidèles priaient dans la pénombre. Bastien s'assit sur un banc du fond, trop fatigué même pour prier. Bastien de Marignan,
La voix le glaça. Il se retourna vivement et vit une silhouette émerger de l'ombre. Un homme en robe de voyageur, mais sous le capuchon, Bastien reconnut les traits du chapelain de Rochenoir. « Père !» Il se leva, prêt à fuir. « Assieds-toi, jeune homme. Je ne suis pas venu pour te livrer aux autorités. » Le chapelain s'installa sur le banc à côté de lui, bien que je le devrais en toute conscience. « Que voulez-vous ? Je veux te raconter une histoire vraie, que tu mérites de connaître. » Le chapelain joignit ses mains gantées. « Après la reddition de Rochenoir, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu si nous avions fait le bien ou le mal. Les réponses divines sont rarement claires, mais parfois Dieu parle à travers les événements terrestres. » Il se tourna vers Bastien. 2 semaines après notre départ de Rochenoir, l'armée bourguignonne a descendu dans la vallée, comme d'Entremont l'avait prédit. Ils ont attaqué les villages, les fermes, tout ce qui se trouvait sur leur passage. Des centaines de civils ont fui dans les montagnes. Des dizaines ont péri de froid ou de faim. Bastien sentit son estomac se nouer. Donc d'Entremont avait raison, nous aurions dû résister, retarder les Bourguignons. Peut-être, ou peut-être pas. Le chapelain soupira. Écoute le reste. Parce que Rochenoir était déjà tombé, parce que les Bourguignons avaient sécurisé ce col, ils ont divisé leurs forces. 5 000 hommes sont restés pour tenir les montagnes. Les 10 000 autres ont continué vers l'ouest. Et pendant qu'ils étaient éparpillés, divisés, le duc Philippe a frappé. Les yeux de Bastien s'élargirent. Il a frappé? Oui, avec toute sa force rassemblée. La bataille a eu lieu près de Morat. Les Bourguignons ont été écrasés. Charles le Téméraire a perdu la moitié de son armée. Si Rochenoir avait tenu, si nous avions retardé l'armée bourguignonne de 3 ou 4 jours, comme d'Entremont l'espérait, les forces de Charles n'auraient pas été divisées. La bataille de Morat aurait peut-être été différente, peut-être même une victoire bourguignonne. Bastien essayait de comprendre. Alors, nous avons... Tu as aidé à sauver la Savoie, dit le chapelain. Par accident, par ton crime, par ta trahison. Les voies de Dieu sont mystérieuses et souvent cruelles. Il a utilisé ton péché pour accomplir son dessein. Le silence tomba entre eux. Dehors, la pluie martelait les vitraux. « Est-ce que cela efface mon crime ?» demanda finalement Bastien. « Non, un bon résultat ne sanctifie pas un mauvais acte. Tu as menti, tu as falsifié des ordres, tu as trahi ton serment. Ces faits demeurent. » Le chapelain posa une main sur l'épaule de Bastien. « Mais tu as aussi sauvé 80 vies, et indirectement, peut-être des milliers d'autres. Ces faits demeurent aussi. » Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vivre, apprendre, comprendre que le monde est plus complexe que les règles que nous essayons d'imposer sur lui. Le chapelain se leva. « Je vais te dire autre chose. D'Entremont s'est suicidé il y a 2 semaines. Il s'est pendu dans sa chambre. Il ne pouvait pas vivre avec ce qu'il avait fait, ou plutôt ce qu'il avait permis d'être fait. Son sens de l'honneur l'a finalement détruit. » La nouvelle frappa Bastien comme un coup physique. D'Entremont, si rigide, si fier, mort par sa propre main. « Ne suis pas son chemin, » dit doucement le chapelain. « Apprends à vivre dans l'ambiguïté, à porter le poids de choix impossibles. C'est cela, être vraiment humain. Pas l'obéissance parfaite, pas la certitude absolue, mais la volonté de choisir, de se tromper, de vivre avec les conséquences, et de continuer quand même. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Un dernier conseil. Va vers le sud, en Provence. Là-bas, personne ne te connaît. Tu pourrais recommencer, devenir quelqu'un de nouveau, ou revenir à qui tu étais vraiment avant que les règles ne définissent ta vie. Et le mandat d'arrêt ?
Le monde est vaste, et les autorités ont des souvenirs courts, surtout en temps de guerre. Dans 1 an, 2 ans, personne ne se souviendra d'un jeune messager qui a falsifié un document. Le chapelain sourit. Ou peut-être que tu resteras un criminel recherché pour toujours. Dans les 2 cas, c'est ta vie à vivre. Vis-la bien. Il sortit dans la pluie, laissant Bastien seul dans l'église silencieuse. 10e partie. Le printemps après les cendres. Bastien suivit le conseil du chapelain. Il voyagea vers le sud, quittant les montagnes pour les collines plus douces, puis les plaines de Provence. Le printemps avançait, transformant le monde en un festival de couleurs, fleurs sauvages dans les champs, bourgeons sur les arbres, ciel bleu éclatant après les gris mois d'hiver. Il atteignit la ville d'Aix en mai, une ville de marchands et d'artisans, de places ensoleillées et de fontaines babillantes, un endroit qui aurait pu être la maison des Marignans dans une autre vie. Il loua une petite chambre au-dessus d'une boulangerie. Le propriétaire, un homme âgé nommé Luc, lui offrit du travail, livrer du pain aux clients, tenir les comptes, des tâches simples qui ne posaient pas de questions sur son passé. « Tu sais lire et écrire, » observa Luc un jour. « Tu es de bonne famille, tombé en disgrâce, n'est-ce pas ?» « Quelque chose comme ça, » admit Bastien. « Aix est pleine d'hommes réinventés. Personne ne se souvient de qui tu étais, seulement de qui tu es maintenant. » Luc lui tendit une miche de pain tiède. « Sois honnête dans ton travail, traite les clients avec respect, et tu auras une place ici aussi longtemps que tu le voudras. » L'honnêteté. Le mot résonnait étrangement après tout ce qui s'était passé. Mais Bastien comprit ce que Luc voulait dire. Pas l'honnêteté rigide de son père, pas l'obéissance aveugle qui menait à la destruction, mais quelque chose de plus simple et de plus profond. L'honnêteté dans les petites choses, la fiabilité dans les interactions quotidiennes, l'intégrité qui n'exigeait pas de sacrifices héroïques, mais se manifestait dans les choix ordinaires. Les semaines devinrent des mois. Bastien s'installa dans une routine. Tôt le matin, il aidait à cuire le pain. Puis il faisait ses livraisons, parcourant les rues étroites d'Aix, apprenant à connaître les clients, la vieille dame qui voulait toujours la croûte la plus croustillante, le marchand de vin qui payait toujours avec de petites pièces et de grands sourires, le prêtre qui bénissait chaque miche comme si c'était le corps du Christ. L'après-midi, Bastien tenait les comptes de Luc. Il avait hérité le talent de son père pour les chiffres, et il découvrait qu'il aimait l'ordre des colonnes, la satisfaction d'un bilan équilibré. Luc remarqua son habileté et commença à lui demander conseil sur les achats, les prix, les investissements. « Tu pourrais être marchand toi-même un jour, » dit Luc, « si tu voulais. » Marchand, comme son père. L'idée aurait dû le terrifier, lui rappeler tout ce qui avait été perdu. Mais, étrangement, elle était réconfortante. Peut-être qu'il pourrait être le marchand que son père avait voulu être, honnête mais pas rigide, intègre mais pas aveugle, apprenant des erreurs du passé plutôt que les répétant. Un jour de septembre, presque 6 mois après son arrivée à Aix, Bastien était sur la place du marché quand il vit un visage familier. Gaspard. Le cuisinier était méconnaissable dans des vêtements civils, sa barbe taillée, mais ses yeux étaient les mêmes, malicieux et sages. Ils se reconnurent simultanément. Gaspard s'approcha, un large sourire sur son visage. « Bastien !»« Par tous les saints, je pensais que tu étais mort ou en Italie. » Ils s'embrassèrent comme de vieux amis. Gaspard acheta du vin et ils s'assirent à une terrasse, regardant le soleil décliner sur les toits de tuiles rouges. « Alors, dit Gaspard, comment va notre jeune héros criminel ?»« Criminel retraité, corrigea Bastien. Je livre du pain maintenant. Tiens, des livres de comptes. Mène une vie ennuyeuse et honnête. »« Honnête !» Gaspard rit. « Après ce que nous avons fait ?» « Peut-être surtout à cause de ce que nous avons fait. » Bastien sirota son vin. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène à Aix ?»« Oh, j'ai pris ma retraite aussi. Après Rochenoir, j'ai servi encore quelques mois, mais... » Il haussa ses épaules massives. « J'en avais assez des forteresses, de la guerre, du sang. J'ai économisé un peu d'argent au fil des ans.
J'ai pensé ouvrir une taverne ici, un endroit tranquille où les gens viennent pour manger et boire, pas pour planifier des batailles. Une taverne? Tu serais bon à ça? Je l'espère. Gaspard devint sérieux. Mais dis-moi vraiment, Bastien, comment vas-tu? Dans ton cœur, je veux dire. As-tu trouvé la paix avec ce qui s'est passé? Bastien réfléchit longuement avant de répondre. Je ne sais pas si la paix est le bon mot. J'ai trouvé l'acceptation, peut-être. J'ai accepté que j'ai trahi mon serment. J'ai accepté que les résultats étaient bons, même si les actions étaient mauvaises. J'ai accepté que je ne serais jamais l'homme de principes inflexibles que mon père était. Et je pense que c'est bien. C'est de la sagesse ou de la rationalisation. Bastien sourit faiblement. Je ne suis toujours pas sûr de la différence. Peut-être qu'il n'y en a pas. Gaspard leva son gobelet. À Rochenoir, aux hommes qui sont morts et à ceux qui ont vécu, et aux choix impossibles qui nous définissent. Ils burent, et le vin était doux, et le soleil couchant peignait le monde en or. Épilogue. Les leçons des cendres. 2 ans plus tard, en l'an de grâce 1477, Bastien de Marignan, ou plutôt Bastien Renaud, comme il se faisait appeler maintenant, était assis dans son propre petit bureau, au-dessus de la boulangerie que Luc lui avait vendue avant de prendre sa retraite. Il tenait les comptes, équilibrait les livres, planifiait les achats de la semaine. La guerre en Savoie avait finalement pris fin. Charles le Téméraire était mort dans une bataille dans le nord, et ses territoires avaient été divisés. La paix était revenue dans les montagnes, fragile mais réelle. Parfois, Bastien pensait encore à Rochenoir, aux tours grises contre le ciel de tempête, aux hommes dont il avait sauvé les vies par un crime, à d'Entremont pendu dans sa chambre, détruit par un honneur trop rigide, au chapelain qui lui avait appris que la moralité était plus complexe que l'obéissance. Il avait appris tant de choses cet hiver terrible dans les montagnes. Il avait appris que les règles sont des outils, pas des idoles, que l'intégrité n'est pas la même chose que l'inflexibilité, que choisir entre le bien et le mal est facile, mais choisir entre 2 maux ou entre 2 biens, c'est là que réside la vraie mesure de l'humanité. Son père avait vécu et mort selon des principes absolus. Bastien vivait maintenant dans les nuances, dans l'ambiguïté, dans l'acceptation que la perfection morale était une illusion, et que tout ce qu'on pouvait vraiment faire était d'essayer d'être bon, d'essayer d'être juste, d'essayer de minimiser les dommages dans un monde qui semblait déterminé à briser tous ceux qui vivaient en lui. Il avait gardé les ordres originaux du duc, ce parchemin qui commandait de tenir à tout prix. Il le sortait parfois de sa cachette, le lisait, se rappelait. C'était sa relique personnelle, son morceau de la vraie croix. Un rappel que les mots sur le papier, aussi officiels soient-ils, ne capturent jamais toute la complexité de la vie réelle. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Une jeune femme entra, timide mais déterminée. Elle tenait une lettre. « Monsieur Renaud, je suis désolé de vous déranger, mais on m'a dit que vous êtes bon avec les mots, avec l'écriture. Je dois envoyer une lettre à mon frère à Lyon, mais je ne sais pas écrire et... » Bastien sourit. « Bien sûr, asseyez-vous. Dites-moi ce que vous voulez dire et je l'écrirai pour vous. » Elle s'assit, soulagée. Et pendant qu'elle parlait, des nouvelles banales de famille, des espoirs pour l'avenir, de l'amour et de la vie quotidienne, Bastien écrivait avec soin, formant les lettres avec la même attention qu'il avait autrefois portée aux dépêches ducales. C'était un petit service, sans importance dans le grand schéma des choses, mais c'était honnête, et c'était bon, et c'était assez. Dehors, les cloches de la cathédrale sonnaient l'heure, le soleil brillait sur Aix. La vie continuait, compliquée et belle et terriblement imparfaite. Et Bastien de Marignan, fils d'un marchand exécuté, ancien messager ducal, criminel et sauveur, marchand de pain et écrivain de lettres,
vivait dans cette vie avec tout le courage imparfait qu'il pouvait rassembler. Parce qu'à la fin, c'était tout ce que n'importe qui pouvait faire. Non pas être parfait, mais être présent. Non pas suivre aveuglément, mais choisir consciemment. Non pas éviter l'erreur, mais apprendre d'elle. Non pas obéir aux règles comme des absolus, mais les utiliser comme des guides vers quelque chose de plus grand. La compassion, la sagesse, la préservation de ce qui mérite vraiment d'être préservé. Les cendres de roche noire étaient depuis longtemps dispersées par les vents de montagne. Mais de ces cendres, dans le cœur d'un jeune homme qui avait appris que parfois la trahison pouvait être une forme de fidélité, quelque chose de nouveau avait poussé. Pas l'innocence, jamais plus l'innocence, mais peut-être, juste peut-être, quelque chose de mieux. La sagesse.